they feared for their lives, they wouldn't be here. Remember, they left their countries because they feared for their lives, didn't they? Now, if they fear for their lives, what's stopping them from going to the next country? Why are they still fighting to be in South Africa? If you fear for your life and you're an immigrant, this is the best time to go back home. Pendant que l'Europe se fait mot migrant, un autre phénomène beaucoup moins médiatisé, c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'on voit de plus en plus des vidéos qui pullulent sur le net. Je disais donc qu'un phénomène moins médiatisé continue de secouer le continent africain. En effet, ça fait des années que des images reviennent régulièrement d'Afrique du Sud, des commerces appartenant à des Africains sont incendiés, des boutiques sont pillées, des familles sont contraintes de fuir leur quartier et des manifestations sont organisées pour réclamer l'expulsion massive des étrangers. Et à chaque nouvelle vague de violence, les victimes sont souvent les mêmes, les Nigérians, les Zimbabwéens, les Congolais, les Mozambicains, les Somaliens ou encore des Camerounais. Oui, parce qu'ils ne manquent jamais quelque part. Pour certains groupes de Sud-Africains, donc, ces étrangers seraient responsables de tout. Chômage, criminalité, farine de maïs, l'insécurité et même de la crise économique. Mettons-leur tout sur le dos. Mais à ce stade, les amis, je me pose deux questions. Et peut-être que ces questions vont aussi vous traverser l'esprit. Pourquoi cette colère vise-t-elle principalement d'autres Africains? Je dirais mieux, pourquoi les victimes sont-elles presque toujours des Noirs venus d'autres pays du continent? Et une dernière pour la route, oui je sais, j'avais parlé de deux questions, mais que voulez-vous? Comment un pays qui a lui-même souffert de la discrimination raciale peut-il être devenu le théâtre de violences répétées contre d'autres populations africaines? Alors, pour comprendre ce paradoxe, il faut remonter plusieurs décennies en arrière. Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui parle de droit, de politique et de grands sujets de société qui concernent la jeunesse africaine. Si c'est votre première visite, pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications afin de ne manquer aucune de nos analyses. Pour comprendre la situation actuelle, il faut d'abord revenir à l'une des périodes les plus sombres de l'histoire sud-africaine, l'apartheid. En 1948, le Parti national arrive au pouvoir et met officiellement en place un système de ségrégation raciale qui va durer près d'un demi-siècle. Sous ce régime, la population est classée selon sa couleur de peau. Les Blancs disposent de la quasi-totalité du pouvoir politique et économique. Les populations noires, pourtant majoritaires, sont privées de nombreux droits fondamentaux. Elles ne peuvent pas vivre librement où elles le souhaitent. Leurs déplacements sont contrôlés et leur accès aux opportunités économiques est fortement limité. L'éducation elle-même devient un instrument de domination et c'est là que les choses vont littéralement se gâter. Je vous explique. En fait, il faut bien comprendre que l'éducation devient rapidement l'un des piliers du système d'apartheid. Les autorités sud-africaines comprennent très tôt qu'il ne suffit pas de séparer les populations par la loi. Il faut également contrôler les opportunités offertes à chacun dès l'enfance. C'est dans cette logique qu'est adoptée en 1953 la loi sur l'éducation bantou, connue sous le nom de Bantu Education Act. Cette réforme place l'enseignement des populations noires sous le contrôle direct du gouvernement et organise un système scolaire profondément inégalitaire. Les enfants noirs fréquentent les écoles distinctes de celles réservées aux blancs. Ces établissements disposent généralement de beaucoup moins de ressources. Les bâtiments sont souvent délabrés, les classes sont souvent surchargées. On observe aussi un manque de manuels scolaires et d'enseignants qualifiés. Pendant ce temps, les écoles destinées à la population blanche bénéficient d'investissements importants et offrent un enseignement de meilleure qualité. Mais la différence ne réside pas seulement dans les moyens financiers, le contenu même de l'enseignement est conçu pour limiter les ambitions des élèves noirs. Les autorités considèrent qu'ils ne doivent pas être préparés à devenir des médecins, des ingénieurs, des avocats ou de grands dirigeants d'entreprise. L'objectif officiel est de les former principalement à des emplois manuels, agricoles ou domestiques, afin qu'ils occupent des postes les moins qualifiés de l'économie sud-africaine. Ce qui fait, et avec raison, que pour de nombreux Sud-Africains noirs de l'époque, cette politique est perçue comme une tentative délibérée de les maintenir dans une situation de dépendance économique et sociale. L'école, qui devrait être un moyen d'ascension sociale, devient au contraire un outil destiné à reproduire les inégalités. Cette situation va donc au fil du temps provoquer une profonde colère au sein des communautés noires. De nombreux parents, enseignants et étudiants dénoncent un système qui ferme les portes de l'université et des professions qualifiées à toute une génération. Les protestations vont donc se multiplier au fil des années et cumuler notamment avec le soulèvement de Soweto en 1976. Lorsque des milliers d'élèves descendent dans les rues pour rejeter les politiques éducatives imposées par le régime. Pendant ce temps, dans plusieurs autres pays africains devenus indépendants, l'accès à l'éducation se développe progressivement. Même si les difficultés restent nombreuses, davantage de jeunes Africains peuvent poursuivre les études secondaires ou supérieures, acquérir des compétences techniques, commerciales ou entrepreneuriales et participer à la création d'entreprises. À partir de la fin de l'apartheid, cette différence de trajectoire devient visible. L'Afrique du Sud possède l'économie la plus développée du continent et attire de nombreux travailleurs, commerçants et entrepreneurs venus d'autres pays africains. Parallèlement, les populations noires sont concentrées dans les zones pauvres appelées des townships, souvent éloignées des centres économiques du pays. Le chômage, la précarité et les inégalités deviennent alors des réalités profondes enracinées. Lorsque Nelson Mandela est élu président le 10 mai 1994 et que l'apartheid prend officiellement fin,
Beaucoup espèrent l'ouverture d'une nouvelle ère. Et il est vrai que le pays réalise des avancées considérables sur le plan politique. Mais la fin de l'apartheid ne fait pas disparaître du jour au lendemain des conséquences de plusieurs décennies d'inégalité. Une partie importante de la population noire continue à vivre dans des conditions difficiles. Le chômage reste élevé, particulièrement chez les jeunes. La pauvreté demeure présente dans de nombreux quartiers et surtout, beaucoup de Sud-Africains ont le sentiment que les promesses économiques de la démocratie n'ont pas été entièrement tenues. Alors, lorsque des milliers de personnes arrivent du Zimbabwe, du Mozambique, du Nigeria, de la République démocratique du Congo, de la Somalie ou encore du Cameroun, certains trouvent un emploi salarié, d'autres créent des petits commerces et d'autres encore travaillent dans le secteur informel. Dans plusieurs quartiers, ces nouveaux arrivants parviennent parfois à développer des activités économiques prospères malgré des moyens limités. Mais dans les zones où le chômage et la pauvreté sont déjà importants, leur présence commence à être perçue par certains habitants comme une concurrence et progressivement un discours se développe. Les étrangers seraient responsables du manque d'emploi, ils feraient baisser les salaires, ils seraient à l'origine de la criminalité, ils contrôlent certains secteurs du commerce et seraient responsables de l'insécurité. Parce que, comme je vous ai dit précédemment, mettons-leur tous les malheurs du monde sur le dos. Ces accusations vont progressivement nourrir un climat de méfiance et de tension, puis petit à petit viendront les violences. En 2008, une importante vague d'attaques xénophobes secoue le pays. Des milliers de personnes perdent la vie, des milliers d'autres sont déplacées. En 2015, rebelote, de nouvelles violences éclatent. Puis en 2019, des commerces sont détruits, des habitations sont incendiées, des familles entières doivent fuir. Pourtant, lorsque l'on analyse ces événements, une question demeure. Oui, je sais, je vous pose beaucoup de questions dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à me répondre. Vous êtes prêts? Si le problème c'est réellement l'immigration en général, pourquoi les violences visent-elles essentiellement les Africains noirs? Pourquoi observe-t-on beaucoup moins d'attaques dirigées contre d'autres communautés étrangères? C'est précisément ces questions qui conduisent certains chercheurs et observateurs à parler non seulement de xénophobie, mais également d'afrophobie. Autrement dit, une hostilité qui cible spécifiquement les populations africaines venues d'autres pays du continent. Mais il faut bien qu'on se comprenne. Cela ne signifie pas que les problèmes de criminalité ou d'immigration clandestine n'existent pas en Afrique du Sud. C'est pas ce que je suis en train de dire. Comme dans de nombreux pays du monde, certaines personnes peuvent effectivement se trouver en situation irrégulière ou être impliquées dans des activités illégales, mais réduire plusieurs millions d'étrangers à ces comportements constitue une généralisation très dangereuse. D'autant plus que la majorité des migrants vivent honnêtement, travaillent, entreprennent et participent à l'économie locale. D'ailleurs, heureusement qu'une majorité de Sud-Africains noirs instruits le reconnaissent. On voit de plus en plus de Noirs Sud-Africains prendre le parti de ces étrangers et de militer pour leur respect. C'est donc vous dire que je ne suis pas en train de faire de ce débat une généralité, parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, mais de nombreux Sud-Africains noirs reconnaissent que les étrangers participent au rayonnement de leur économie. En réalité, de nombreux spécialistes considèrent que les étrangers sont souvent transformés en boucs émissaires. Lorsque le chômage est élevé, que les inégalités persistent et lorsque les frustrations sociales s'accumulent, il devient parfois plus facile d'accuser un groupe visible que d'affronter les causes profondes de cette difficulté économique. La colère trouve alors une cible, mais cette cible n'est pas forcément responsable des problèmes qu'on lui attribue. Au fond, la xénophobie sud-africaine ne peut pas être expliquée par une seule cause. Elle est le résultat d'un mélange complexe entre l'héritage de l'apartheid, les inégalités persistantes et le chômage, les tensions économiques et les questions migratoires. Comprendre cette réalité ne signifie pas excuser les violences. Cela permet simplement de comprendre pourquoi elles existent et pourquoi elles continuent de se reproduire. Car une chose est certaine, s'attaquer à d'autres Africains ne fera pas disparaître les difficultés structurelles auxquelles l'Afrique du Sud est confrontée. Et vous, quel est votre avis sur la question? Pensez-vous que la xénophobie en Afrique du Sud est principalement liée à l'immigration ou qu'elle trouve ses racines dans des problèmes économiques et historiques beaucoup plus profonds? Dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de partager autour de vous. À très bientôt pour une nouvelle analyse.